Pourquoi supprime-t-on les acquis sociaux des Français contre leur volonté? Ben là, je vais vous attirer votre attention sur un élément incroyable. Il est incroyable que personne, à part moi, ne vous en parle. Cet élément, c'est l'article 121 du TFU sur les GOPÉ. C'est quoi l'article 121 du TFU sur les GOPÉ? C'est que les traités européens ont postulé que les pays qui sont dans la construction européenne doivent avoir une alliance sans cesse plus étroite entre eux. C'est mis dans le préambule du traité de Rome. Et pour assurer cette alliance sans cesse plus étroite et aussi pour tenter d'assurer la viabilité sur long terme de la monnaie européenne, ce qui, soit dit en passant, est peine perdue, mais ce n'est pas ici l'objet de ma réunion. Eh bien, il a été décidé que les États signataires et ratifiants des traités ont accepté une clause qui consiste à dire que les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, et que c'est le Conseil, sur recommandation de la Commission, qui élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres de l'Union et qui en fait rapport au Conseil. Relisons ça ensemble, que je vous explique. Le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, c'est-à-dire les gens qui ont le pouvoir exécutif. En France, c'est le président de la République, mais ce n'est pas la même chose dans la plupart des autres pays. Par exemple, en Angleterre, c'est le Premier ministre, en Allemagne, c'est le chancelier, en Italie, c'est le président du Conseil. Le Conseil, sur recommandation de la Commission. Je ne sais pas s'il y a des juristes dans la salle, mais sur recommandation de la Commission, ça veut dire que la Commission a le monopole de proposition des politiques. Les chefs d'État et de gouvernement ne peuvent que dire oui ou non aux propositions faites par la Commission. Ils ne peuvent pas eux-mêmes lancer leurs propres propositions. Ça veut dire que si, par exemple, François Hollande avait une idée, bon, je reconnais que l'exemple est mal choisi. Mais imaginons que Mme Merkel ait une idée. Elle ne pourrait pas l'évoquer. Ça a été fait parce qu'ils savaient bien que quand on est 28 États, ça ne peut plus marcher. Et qu'il faut en fait, j'y reparlerai tout à l'heure, il faut avoir un processus en fait dictatorial. La Commission européenne, elle est constituée de gens venus de 28 États qui, pour essayer de se comprendre et se parler entre eux, parlent tous le globish, c'est-à-dire une espèce d'anglo-américain de bazar, avec d'ailleurs des peuples qui s'entendent très bien parce qu'ils parlent très facilement l'anglais. Les Anglais, les Néerlandais, les Allemands, les pays scandinaves, et puis les pays latins, eux, ils disent « Yes, but you know, Mr. Minister, I don't know ». Voilà, donc c'est déjà mal parti. La Commission européenne est donc constituée de gens venant de 28 États qui ne sont élus par personne, et qui applique les traités et par ailleurs une idéologie qui exsude des murs de la Commission européenne de Bruxelles, si on peut dire, c'est-à-dire une vision que certains qualifient de ultralibérale, néolibérale. Certains libéraux d'ailleurs protestent contre cette utilisation abusive, puisqu'ils considèrent que la Commission européenne, l'État en gestation est une espèce de comment dirais-je, de monstre totalement contraire à ce qu'est la pensée libérale économique. Mais enfin, peu importe. On peut dire que de toute façon, ils proposent toujours à peu près les mêmes médecines. Et les États membres sont priés d'appliquer ces recommandations. Les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises en vertu des orientations qui leur sont fixées. L'article 121 se poursuit, mais je ne veux pas vous accabler par des questions juridiques. Mais après, il y a d'autres paragraphes qui montrent que les États qui rejoindraient, qui ne mettraient pas en œuvre ça, sont sommés de s'expliquer, sont convoqués, peuvent être condamnés par leur père PAIRS, peuvent être condamnés, ils n'ont même plus le droit de vote. J'en profite pour m'adresser ici au public et aux gens qui, parmi vous, sont peut-être sensibles à ce que j'appelle une mélanchonnade. C'est-à-dire ces propos de M. Mélenchon, de M. Montebourg, qui nous disent « Et alors, nous, on va désobéir au traité ». D'abord, j'observe que lorsqu'ils furent ministres l'un et l'autre, ils n'ont jamais désobéi au traité.
Pourquoi M. Montebourg, qui était ministre il y a encore quelques semestres, n'a-t-il pas désobéi au traité qui nous dit qu'il va désobéir maintenant? Figurez-vous que les architectes de ça, ils ont prévu le coup. Ils ont prévu qu'un pays puisse ne pas respecter les traités. Ils ont prévu donc toute une série de sanctions. Ils ont prévu une institution qui s'appelle la Cour de justice de l'Union européenne. Je crois qu'il va falloir que je fasse une conférence spécifique dédiée, avec une dédicace spéciale à M. Montebourg et à M. Mélenchon, pour leur expliquer qu'on ne peut pas désobéir au traité. Ou plus exactement que si on désobéit au traité, eh bien on va être déféré devant la Cour de justice de l'Union européenne. On l'a vu sur des tas de choses. Par exemple, sur les OGM, la directive OGM. Les Français n'en veulent pas des OGM. Les directives qui sont prises par Bruxelles, quand elles arrivent en France, il faut les transcrire en droit français. C'est un principe, ce n'est pas d'application directe. Donc il faut prendre une loi. Sauf que les députés, ils n'ont pas envie, quand ils reviennent dans leur circonscription, se ramasser des œufs, de la tomate, de la farine. Enfin, il n'y a plus qu'à faire une pizza. Parce que justement, ils savent que leurs administrés ne veulent pas des OGM. Donc les Français ont tardé. À un moment, la Commission européenne, la moutarde lui a monté au nez. Elle a déféré la France devant la Cour de justice de l'Union européenne. Tous les ans, il y a des quantités d'États. La France a été régulièrement déférée à la Cour de justice. La Cour de justice, elle est là, elle siège à Luxembourg. Vous avez des juges qui sont là et qui examinent en droit. Alors ils disent quoi? Ah oui, il y a une directive OGM. Très bien, merci monsieur la Commission. Monsieur la France, Madame la France, qu'est-ce que vous avez fait pour transcrire cette directive? Comment? Quoi? Depuis 3 ans? Rien? Voilà, vous exagérez. Donc vous avez refusé d'appliquer les traités. Bing! La France est condamnée. On a été condamné à quoi? 1. À transcrire les directives OGM au plus vite. 2. À une pénalité de 360 000 € par jour de retard. Alors ça a été plafonné à 10 millions d'euros qu'on a payé. Chaque année, dans le budget de l'État, il y a 150 millions d'euros qui sont prévus pour payer les amendes de la Commission européenne, enfin de la Cour de justice. Alors certains pourront dire « Oui, et bien alors on ne paiera pas ». Oui, d'accord, à ce moment-là, ça veut dire qu'on fait la guerre. On est dans un club où on n'y est pas, on respecte les autres ou on ne respecte pas. Donc les mélenchonnades qui consistent à dire on ne va pas respecter les traités. Mais si, la France ne respecte pas les traités parce que c'est la France, la France, la France. D'abord, c'est du nationalisme. Si vous y réfléchissez bien, c'est grave. Ça veut dire que M. Mélenchon prétend que la construction européenne ne marche pas à cause de Mme Merkel. C'est son grand truc. C'est vrai que l'Allemagne a un poids important dans la construction européenne. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, il est beaucoup plus grave que la simple Allemagne. Alors, M. Mélenchon se plaint que l'Union européenne serait sous la coupe de l'Allemagne, et en fait, il dit qu'il faut que ça soit sous la coupe de la France. Mais l'Espagne va dire pas du tout, il faut que ça soit sous la coupe de l'Espagne. Et les Grecs vont dire mais moi, je suis en faveur que ça soit sous la coupe de la Grèce. C'est-à-dire que M. Mélenchon prétend appliquer aux autres ce qu'il reproche à Mme Merkel d'appliquer. Moi, je ne veux pas que les Français soient soumis aux diktats, aux décisions qui sont prises par un collège où il y a des Allemands, des Grecs, des Italiens, des Anglais, etc. Et surtout une oligarchie qui tire les ficelles par derrière, venue d'outre-Atlantique. Moi, je ne veux pas qu'on m'impose une politique. Mais je ne veux pas, moi, que la France impose aux Allemands, aux Italiens, aux Grecs, etc., notre vision du monde. Parce que ça s'appelle de l'impérialisme, du nationalisme. Ça s'appelle tout simplement aller directement au conflit. Alors maintenant, je vais vous montrer l'important de ce passage. Il faut que vous visualisiez ça, parce que ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est le rapport de la Commission européenne du 18 mai 2016. La référence, c'est comme 2016-330 finale. Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la France pour 2016. Et comptez sur moi pour faire le maximum de publicité à ce document, et j'espère sur vous. Il faut que lorsque vous serez sortis d'ici, vous disiez à tous les gens qui sont autour de vous, qu'est-ce que c'est que ce document? C'est justement le rapport sur les grandes orientations de politique économique qui a été pris en vertu de l'article 121. Et il nous dit quoi? C'est un document de 5 pages qui dit que la Commission recommande, ça veut dire en fait impose, que la France s'attache
Au cours de la période 2016-2017, à toute une série de décisions dont on va voir la teneur. Mais je m'arrête tout de suite ici et je vous fais remarquer ce morceau de phrase proprement incroyable. Recommande que la France s'attache au cours de la période 2016-2017, c'est-à-dire pour un juriste, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. Ça veut dire que pour la Commission européenne, pour les gens qui ont pondu ce dossier, avec les mesures économiques et sociales qui s'imposent, eh bien, en 2017, il ne se passe rien en France. Le 23 avril et le 7 mai 2017 se passe un truc qui s'appelle l'élection présidentielle. Aucune importance. Au mois de juin, il y a des choses qui s'appellent les élections législatives. Que nenni. Aucune importance. Ça veut dire que les politiques qui sont ici imposées devront être appliquées par tous les présidents de la République, quels qu'ils soient, qui seront élus par les Français, sauf moi. Puisque moi, dès que je serai élu, je mets en œuvre l'article 50. On sort de ça. Tous les autres, je dis bien tous les autres candidats, présentent, soit ils disent que c'est très très bien, soit ils disent qu'il faut renégocier les traités européens. Mais renégocier les traités, j'en parlerai tout à l'heure, ça va prendre des mois et des mois. Ça veut donc dire que dans l'immédiat, il faudra appliquer ce qui suit. Qu'est-ce que c'est qui suit ? Il faut assurer une correction durable du déficit excessif en 2017 ou plus tard en prenant les mesures structurelles requises et en consacrant toutes les recettes exceptionnelles à la réduction du déficit et de la dette. En termes précis, ça veut dire politique de rigueur maintenue. Moi, j'étais directeur de cabinet de Mme Françoise de Panafieux, ministre du Tourisme, dans le gouvernement Juppé I, sous la présidence Chirac, en 1995. Nous avons reçu au mois de juin une lettre de cadrage de monsieur le Premier ministre, qui s'appelait monsieur Juppé, et qui disait moins 8% dans le budget de tous les ministères. C'était il y a 22 ans. 22 ans après, nous continuons cette politique avec le brillant résultat que l'on voit d'ailleurs. Politique dont on ne s'est jamais posé la question de savoir est-ce que c'était bien raisonnable. Est-ce qu'il n'y avait pas un vice de conception quelque part. En attendant, ça va continuer. Deuxièmement, veiller à ce que les réductions du coût du travail soient pérennisées et que les évolutions du salaire minimum soient compatibles avec la création d'emplois et la compétitivité. Rappelez-vous tout à l'heure mon exemple des cerises du Bade-Wurtemberg. Je vous disais que le problème des cerises, au-delà des cerises, c'est vrai du porc, c'est vrai de tout. Le problème de l'agriculture française, c'est qu'on a un SMIC dans l'agriculture qui rend l'agriculture française non compétitive et c'est la raison pour laquelle l'agriculture est en train de plonger, du point de vue macroéconomique. Ben, nous avons la réponse. Il faut que les évolutions du salaire minimum soient compatibles avec la compétitivité. Alors c'est joliment dit. C'est pas dit il faut supprimer le SMIC. C'est pas dit il faut diviser le SMIC par deux. C'est simplement dit il faut que ça soit compatible avec la compétitivité. C'est-à-dire en fait, sous-entendu, il ne faut plus l'augmenter, il faut plutôt le baisser, voire le supprimer. Et on continue. Réformer le droit du travail pour inciter davantage les employeurs à embaucher en contrat à durée indéterminée. Là, c'est 3 étoiles dans le Michelin. C'est du très très grand art. Parce que si vous lisez ça rapidement, vous dites « Ah bon, ça c'est pas mal, ils veulent promouvoir le CDI ». Pas du tout. Pas du tout. C'est comme lorsque Mélenchon dit sortir des traités européens. Ça ne veut pas dire sortir de l'Union européenne. Hein. Avec tous les responsables politiques, tous les dirigeants politiques, faites attention à ce qu'ils disent, mais encore plus à ce qu'ils se refusent à dire. Madame Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Mélenchon, M. Montebourg, Mme Artaud, etc. Tout le monde préférait se faire arracher la moitié du visage plutôt que de dire ce que je dis moi. Nous devons sortir au plus vite de l'Union européenne par l'article 50 du TUE de façon juridique unilatérale. Alors là, qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est que si vous lisez ça, vous avez l'impression qu'il s'agit de favoriser les CDI, mais pas du tout. Il faut réformer le droit du travail pour inciter les employeurs à embaucher en contrat à durée indéterminée. Ça veut dire en fait qu'il faut que le droit du travail prévoie qu'on peut mettre quelqu'un à la porte du jour au lendemain, comme ça se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, vous arrivez le matin chez votre employeur, puis on a mis votre barda dans le couloir, on vous dit passez à la caisse, terminé. Alors évidemment, dans ces conditions, si on peut mettre quelqu'un à la porte du jour au lendemain sans aucun préavis,
Ah ben alors là, on peut signer tous les CDI de la Terre, parce que ce sont en fait des emplois, des contrats extrêmement précaires qui sont révocables du jour au lendemain. Mais vous voyez comment l'affaire est présentée dans ce document. Dans le même genre, j'avais vu sur le programme des Républicains, il y avait un truc assez extraordinaire que je vous laisse méditer. Moi, je dis chapeau l'artiste. Ils ont mis dans le programme des Républicains, l'objectif est de fusionner les CDD et les CDI. Réfléchissez. Si vous fusionnez les CDD et les CDI, qu'est-ce qui va rester à votre avis? Des CDI ou des CDD? En fait, ça veut dire supprimer les CDI. Mais c'est génial de dire on va fusionner les CDD. Je trouve ça génial. Moi, je dis bravo. Il y a des gens quand même qui ont de l'inventivité pour manipuler les foules. Et on continue. Renforcer les liens entre le secteur de l'éducation et le marché du travail. Pourquoi pas? Mais ce qui se cache derrière, c'est en fait tout simplement la destruction poursuivie de ce que je crois être la nécessité de l'école républicaine. Moi, je suis de ceux qui pensent, et je le suis d'autant plus que mes arrière-grands-parents étaient des pauvres gens, et que ma famille a bénéficié à plein de l'école de la République. L'école de la République doit être là pour justement permettre à tous les enfants de toutes les catégories sociales d'arriver, en vertu d'ailleurs des seuls talents, c'est ce qui était inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'égalité d'accès aux emplois publics en vertu des seuls talents, puisqu'avant la Révolution, c'était réservé aux fils d'aristocrates. Eh bien, moi, je suis de ceux qui pensent que l'école de la République est là pour faire d'un petit enfant, une petite fille, un petit garçon, un adulte responsable. Doit lui donner les moyens de ne plus être le jouet des événements, doit lui donner des moyens intellectuels pour qu'il affermisse sa personnalité, qu'il sache faire preuve de discernement. Il faut donc lui enseigner la lecture, l'écriture, qu'il lise des classiques, qu'il lise des romans, qu'il lise des essais, parce qu'il construise ses raisonnements, qu'il fasse des mathématiques, qu'il connaisse l'histoire de son pays et la géographie. Je ne suis pas d'accord pour qu'on prévoie en fait de faire d'abord et avant tout des jeunes qui travailleront pendant 8 heures dans des CDD pour fabriquer des Big Mac. Parce que ça, c'est ce qui se cache derrière en fait. En fait, c'est la dégradation continuelle de l'éducation qui touchera d'ailleurs souvent les milieux les plus modestes, où il n'y a pas un fort capital culturel, comme aurait dit Bourdieu, tout simplement pour que, en fait, on en fasse ensuite des gens qui seront les esclaves des temps modernes, à travailler. Entreprendre une réforme du système d'assurance chômage afin d'en rétablir la viabilité budgétaire et d'encourager davantage le retour au travail. Ça veut dire quoi en termes précis? Ça veut dire, en fait, on va baisser les prestations de chômage. Et puis, si vous refusez un emploi ou deux, c'est terminé. Qu'on me comprenne bien. Dans le mouvement politique que j'ai créé, où on accueille tout le monde, il y a des gens, probablement, qui doivent trouver que certaines de ces mesures sont justifiées. C'est possible. Des gens plutôt d'inspiration, venus de droite, ou d'une pensée libérale. D'ailleurs, peut-être, effectivement, de temps en temps, dans le système d'assurance chômage, c'est possible qu'il y ait des abus, c'est possible. Mais il y a aussi des gens de gauche ou des gens qui considèrent que ces mesures sont scandaleuses. Et moi, ce que je dis dans cette histoire, c'est que ce qui est scandaleux dans cette histoire, c'est que ce ne soit pas les Français qui puissent décider. C'est que si vous votez à droite ou à gauche à la présidentielle, c'est que quel que soit le président que vous élirez, sauf celui, moi, qui vous propose de sortir de ça, vous aurez ces mesures. On continue d'ailleurs. Regardez l'article 4. Éliminer les obstacles à l'activité dans le secteur des services, en particulier dans les services aux entreprises et les professions réglementées. C'est la démolition du droit du travail, c'est la démolition des professions réglementées. C'est Macron. C'est Mme El Khomri. D'ailleurs, ce truc existait déjà auparavant. M. Macron, Mme El Khomri n'ont absolument rien inventé. Ils ne sont en fait que des petits télégraphistes, que des gens qui mettent en œuvre une politique qui a été décidée plus haut. Je voudrais dire à ce propos, d'ailleurs, parlant des professions réglementées, nous avons à l'UPR des gens venus de tous les horizons, toutes les professions, sauf les directeurs de très grandes banques. Nous n'en avons pas. Je le regrette, mais c'est comme ça. On a des avocats, des notaires, des médecins, des chirurgiens, des dentistes, mais on en a peu. Et d'ailleurs, quand vous lisez les statistiques sociologiques, on vous apprend en général que les médecins, les avocats, les notaires
On apprend, quand vous regardez les questions de cette nature, que ces professions réglementées sont en général les plus favorables à la construction européenne. Alors aux personnes, s'il y en a dans cette salle, qui... je les remercie d'être venus pour... Ça prouve que justement qu'ils ont l'esprit ouvert pour écouter quelqu'un avec lequel ils ne sont pas forcément d'accord, heureusement. Je voudrais dire à ces personnes, s'il y en a dans la salle ou s'il y en a qui m'écoutent sur Internet, de bien réfléchir à ce qui est en train de se passer. Et de bien réfléchir, j'ai envie de leur citer, vous savez, ce poème d'un pasteur allemand qui s'appelait Niemöller, qui vivait en 1941 à Berlin et qui a d'ailleurs ensuite été envoyé en camp de concentration parce qu'il était opposant à Hitler. Et alors je cite de mémoire, c'est un poème célèbre, mais du pasteur Niemöller qui disait, en parlant des nazis, lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas bougé, j'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas bougé, j'étais pas juif. Lorsqu'ils sont venus chercher les homosexuels, j'ai pas bougé, j'étais pas homosexuel. Et puis lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour me défendre. Vous connaissez ce poème, que je cite de mémoire à peu près. Ben là, il faut que justement les professions, les cadres supérieurs, les avocats, les notaires, les huissiers, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les chirurgiens, les dentistes, ils réfléchissent aussi à ça. Et qui se disent, peut-être qu'il y a un poème en ce moment qui rôde auquel ils devraient réfléchir. Lorsqu'ils ont détruit la pêche, je n'ai pas bougé, j'étais pas pêcheur. En parlant des européistes et des traités européens. Lorsqu'ils ont détruit l'agriculture française, je n'ai pas bougé, je n'étais pas agriculteur. Lorsqu'ils ont détruit l'industrie française, je n'ai pas bougé, je n'étais pas ouvrier. Lorsqu'ils ont licencié des centaines de milliers de fonctionnaires et d'agents des services publics, je n'ai pas bougé, je n'étais pas fonctionnaire ni agent des services publics. Et puis lorsqu'ils ont commencé à diviser par 10 les salaires des avocats, des notaires, parce qu'ils m'ont fait entrer en concurrence avec des avocats, des notaires, des experts comptables, des huissiers, polonais, bulgares, etc., il n'y a plus personne pour me protéger. Le point numéro 5, prendre des mesures visant à réduire les impôts sur la production et le taux nominal de l'impôt sur les sociétés, tout en élargissant la base d'imposition sur la consommation, notamment en ce qui concerne la TVA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'il faut baisser l'impôt sur les sociétés et augmenter la TVA. Ça veut dire que L'Oréal, qui fait des profits, sera moins taxé, donc donnera plus d'argent à ses actionnaires. Que Vinci, qui a les autoroutes, sera moins taxé, donnera plus d'argent à ses actionnaires. Mais qu'en revanche, Madame Georgette Dupont, qui habite à Grenoble, qui va s'acheter sa baguette et qui est au minimum vieillesse, elle devra payer 2-3 centimes de plus de TVA. C'est ça que ça veut dire. Madame Georgette Dupont, elle va être taxée. Et à l'autre bout de l'échelle, on va donner plus d'argent aux actionnaires de L'Oréal, c'est-à-dire à Madame Bettencourt, qui a une fortune de 40 milliards d'euros. Ou aux actionnaires de Vinci, les autoroutes. Vous savez qui est actionnaire de Vinci? Plus de 55% des actionnaires, c'est des fonds d'investissement étrangers américains. Vous avez votre ami, M. Al-Thani, émir du Qatar, qui possède 4,9%. Donc en fait, Madame Georgette Dupont, elle va payer en fait un peu plus de TVA chaque jour. Ou M. Paul Durand, quand il achète son paquet de cigarettes, va payer un petit peu plus de TVA. Puis à l'autre bout de l'échelle, on donnera un peu plus d'argent à cet homme nécessiteux qui est l'émir du Qatar. C'est le programme de Fillon. M. Fillon a dit justement qu'il voulait faire baisser l'IS et augmenter la TVA. Ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que j'ai vu dans le journal Le Monde qui disait « Ouh là là, c'est un programme très conservateur, très réactionnaire, ici et ça ». Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que M. Fillon, à la limite, il est au moins un peu plus honnête que les autres parce qu'il dit ce qu'il fera parce qu'il sait que c'est déjà ça qu'il devra faire. Sauf là où il est malhonnête, c'est qu'il fait croire que c'est son programme à lui alors qu'en fait, il a des adjoints, des collaborateurs qui ont lu le programme des Gopé. Mais c'est le même programme qu'appliquera M. Macron. C'est le même programme qu'appliquera monsieur je ne sais pas qui, il paraît-il qu'à côté ils sont en train de voter, là, qui sortira d'un chapeau des socialistes.
C'est le même programme qu'appliquera d'ailleurs M. Mélenchon, M. Montebourg, Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan, puisqu'ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Vous voyez au passage qu'il y a asymétrie entre la droite et la gauche. C'est-à-dire que, objectivement, c'est plutôt un programme de droite, on pourrait dire. Donc il est plus facile, en fait. Il est plus facile à M. Fillon de dire ça qu'à M. Montebourg ou M. Valls ou je ne sais pas qui. C'est tout le drame de M. Hollande. François Hollande, s'est fait élire en 2012 en donnant un programme. Évidemment, si vous êtes un candidat qui représentait et qui parlait à l'électorat de gauche, vous n'allez quand même pas dire je vais baisser l'IS et augmenter la TVA pour que les gens, les classes populaires, financent l'émir du Qatar. C'est quand même un peu difficile. Donc vous dites le contraire. Vous dites mon adversaire, vous ne le verrez jamais. Il ne se présente pas aux élections. Mon adversaire, c'est la finance. Ouais, bravo. Une fois élu, alors le rapport des Gopé, donc il faut baisser l'IS, donc voilà. Comprenez comment ça marche? Comment on se fait escroquer? Si la protection sociale est attaquée, c'est directement l'article 121 du TFU, mais c'est plus que la protection sociale. Vous avez compris que cet article 121 et ce rapport sur les grandes orientations de politique économique revient à vider de sens la démocratie. Revient à considérer que les gens pour qui vous allez voter ne sont que des marionnettes dont le plan de vol est déjà assuré. Je fais souvent cette comparaison. Désormais, l'élection présidentielle, du moins telle que les grands médias veulent nous le faire croire, c'est comme si vous montiez à bord d'un avion et on vous demande de choisir le commandant de bord, sachant que le plan de vol, vous n'en avez pas décidé et c'est déjà fixé. Et le plan de vol, ce sera Lyon-Washington. Point barre. Et on vous demande simplement qu'est-ce que vous préférez comme commissaire, comme commandant de bord.